Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le premier épisode de la saison 5 du podcast Quoi de neuf en histoire, un podcast d'entretien consacré aux livres récents en histoire. Je suis Hassan Moubarak et pour cette rentrée, je vous propose d'écouter une mini-série en rapport avec le Québec. Nous allons commencer aujourd'hui par son histoire globale avec mon invité Adeline Vasquez-Para, qui publie une histoire du Québec, des origines à nos jours, aux éditions Talendier. Bonjour Adeline Vasquez-Para. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire et maître de conférences en civilisation nord-américaine à l'université Lumière Lyon 2. Vous vous intéressez plus particulièrement aux migrations atlantiques et notamment au sein de l'Amérique française, c'est-à-dire certaines régions du Canada, les États-Unis, les Antilles, Haïti. Et dans ce livre, vous proposez une synthèse de l'histoire du Québec, une contrée que je viens de visiter, donc c'est un peu un prolongement des vacances pour moi, Adeline. Faut nous raconter ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie, donc dans votre ère géographique d'intérêt, de vous intéresser plus particulièrement au Québec ? Effectivement, quand je dis en fait aux gens que je suis spécialiste de l'Amérique française, souvent le Québec revient, c'est-à-dire que souvent on me parle du Québec. Alors on me parle parfois de la Louisiane, mais c'est vrai que le Québec, c'est vraiment, il y a vraiment un intérêt pour cette région quand on aborde l'Amérique française. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient des stéréotypes, avaient une image qui était un petit peu convenue du Québec, notamment de l'histoire du Québec, parce que j'ai l'impression qu'en France, on se concentre beaucoup sur trois périodes. Alors essentiellement les grandes découvertes, avec Jacques Cartier en 1534, le commerce des fourrures et le moment où les Français partent en fait du Canada en 1760. Donc on a, j'ai l'impression, un imaginaire qui est relativement restreint par rapport au Québec, et je pense que ça vient de l'histoire, ça vient du fait qu'on ne connaît pas assez bien l'histoire du Québec. On va voir là dans cet entretien chronologiquement les différentes phases, donc effectivement ce qu'il y avait eu avant les Français et après les Français, puisque vous avez raison, ça ne s'arrête pas à ce siècle-là. Autre question préliminaire, quelle est l'origine, la signification du mot Québec ? Alors en fait, Québec viendrait du terme Képek, de la langue algonquine, qui sont en fait des autochtones, donc qui habitaient dans la région que découvre Cartier. Alors Cartier ne va pas rencontrer des Algonquins, donc on en parlera peut-être après. Il va d'abord rencontrer des Iroquois, mais quand Champlain va revenir au XVIIe siècle, en fait, il va rencontrer essentiellement des peuples algonquins, et il va adopter, les Français vont rapidement adopter ce terme pour désigner la région du Saint-Laurent face à la ville de Québec. Donc en fait, le terme Québec veut dire là où le fleuve se rétrécit, le détroit. Vous l'avez mentionné, donc il y avait des gens avant les Européens au Québec. Donc le Québec, comme toutes les régions à l'est du continent, était peuplé depuis 12 000 ans par des populations que l'on qualifie aujourd'hui d'autochtones. Et c'est un fil rouge de votre livre. Vous développez beaucoup leur histoire et on parlera à la fin des problématiques contemporaines qui les concernent. De qui s'agit-il, ces autochtones ? Donc en fait, il y a deux grandes civilisations qui occupent le territoire qu'on appelle Québec aujourd'hui. Donc les Iroquois, qui sont davantage sédentaires, qui vivent sur un territoire qui s'étendrait aujourd'hui de l'Ontario, Québec, jusqu'aux États-Unis, jusqu'à certains États comme l'État de New York, de la Pennsylvanie, de la Virginie. Et en fait, quand on parle de civilisation, on parle de famille linguistique, comme on dirait ici la civilisation indo-européenne. Donc elle comprend, cette civilisation, plusieurs nations, plusieurs peuples, qui ne sont pas forcément des peuples et des nations qui s'entendent entre eux, entre elles. Et ça, je pense que c'est important. Mais face à cette civilisation iroquoienne, il y a également la civilisation algonquienne, qui elle est davantage nomade et qui, eux, peuplent plutôt l'ouest du Québec. Oui, et c'est important ce que vous avez précisé, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des relations conflictuelles. Ils ont donc des occasions d'échanger, de se rencontrer, notamment au travers de leur migration. Et donc c'est important. Est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance à une même communauté pour ces Premières Nations, ou en gros, est-ce qu'ils se voient potentiellement des caractéristiques communes, et notamment lorsque les Européens débarquent ? En fait, il est vrai que ces nations et ces peuples entretiennent entre eux des alliances militaires. Donc, il y a vraiment des processus politiques chez ces Premières Nations. Il peut y avoir des guerres également entre ces différentes nations. Notamment, il y a une ligue des 5 nations qui se crée au sein de la civilisation iroquoienne.
Et cette ligue va participer à de nombreuses guerres contre d'autres peuples autochtones. Donc oui, ils entretiennent des relations qui sont des relations à la fois conflictuelles et j'ai envie de dire amicales, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont effectivement une culture politique, bien avant l'arrivée des Européens. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'ils ont un tout autre rapport au territoire que les Européens. C'est-à-dire que pour de nombreuses nations autochtones, qu'elles soient d'origine iroquoienne ou algonquienne, en fait, il s'agit de reconnaître que certains lieux ont une portée historique, mais aussi symbolique. C'est-à-dire que le territoire est tout à la fois lieu de mémoire et lieu spirituel. Donc, vous avez des éléments du territoire, comme des rivières, des roches, des montagnes, qui peuvent être aussi sacrées en ce qu'elles contiennent des esprits, en ce qu'elles contiennent des légendes. Et donc, évidemment, l'arrivée des Européens va perturber ce rapport au territoire, parce que les Européens ne comprennent pas le territoire comme ça. Ils voient plutôt le territoire comme un lieu d'extraction de ressources, comme un lieu de commerce. Et ça va beaucoup affecter, en fait, les nations autochtones et leur lieu de vie. Et sur ces lieux, justement, on va peut-être dire un mot sur la conception du monde, qu'ont ces nations autochtones, leur spiritualité. Oui, alors par exemple la nation Atikamekw, qui est une nation qui vit au cœur de la forêt boréale en Haute-Mauricie, a vraiment une relation vivante à l'environnement, qui est fondée sur le respect, sur des lieux de mémoire qui sont toujours actifs et qui sont toujours habités par des esprits qui peuvent en fait donner des leçons de vie aux personnes qui habitent ces territoires. Évidemment, quand les Européens arrivent et perturbent un petit peu les expériences des peuples autochtones sur ces territoires, on peut parler en fait de linguicide et d'historiocide, c'est-à-dire qu'on peut parler d'assimilation forcée par des instruments qui sont pas forcément les instruments de la guerre, mais qui sont les instruments d'une autre guerre, qui est une guerre culturelle et qui est une guerre qui vise en fait à assimiler les différentes nations et peuples autochtones. Oui, et puis pour être tout à fait complet, à côté de ces premières nations, donc les familles algonquiennes et iroquoiennes, il y avait aussi les Inuits qui, eux, sont arrivés au Québec beaucoup plus tard, vers 5000 ans, et qui sont donc aussi d'autres habitants autochtones du Québec, d'avant les Européens. Tout à fait. Et qui, eux, vivent au nord, donc dans les espaces arctiques. Donc les contacts avec les Européens, alors on sait que les Vikings ont mis le pied au XIe siècle sur l'île de Terre-Neuve, qui est donc vraiment la façade atlantique est du Québec, et les fouilles archéologiques du XXe siècle semblent indiquer qu'ils auraient peut-être pu pousser à l'intérieur des terres. Ce dont on est sûr en tout cas, c'est que les premiers contacts avérés datent de la fin du XVe, début XVIe siècle, et là il s'agit de pêcheurs. Tout à fait. Deux pêcheurs qui viennent en fait de la côte ouest, essentiellement de la côte ouest française, donc des pêcheurs basques, normands, malouins, qui très tôt en fait vont s'adonner à la pêche à la morue, à la baleine, dans les bancs de Terre-Neuve et dans le golfe du Saint-Laurent. Ils approvisionnent en fait des marchés qui sont importants parce que évidemment en France, en Espagne, au Portugal, on a un besoin en poisson puisqu'on est des monarchies catholiques où il y a une interdiction de manger de la viande le vendredi. Et puis en plus, il y a beaucoup de jours saints. Donc, en fait, ces pays représentent vraiment des marchés importants en poissons. Et puis, ces Européens vont amener, en fait, des premiers échanges avec les populations locales, notamment les Inuits du Labrador, par exemple, et avec qui ils vont échanger donc des premiers biens, comme des chaudrons, des fourrures. Et ils vont échanger sur des lieux un petit peu particuliers, comme Tadoussac, qui est sur la rive nord de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, et qui va être un des premiers lieux d'échange, en fait, entre Européens et peuples autochtones. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ces marins et ces pêcheurs ne vont pas laisser uniquement une trace économique. On sait qu'il y a également, l'archéologie montre qu'il y a également des emprunts linguistiques, que par exemple les Inuits du Labrador vont emprunter des mots basques pour désigner certains articles de pêche ou certains modes d'échange. Donc on sait que ces échanges sont aussi des échanges culturels avant le XVIe siècle. Au XVIe siècle, donc c'est justement ce siècle-là que les premières explorations françaises arrivent. C'est en 1534 que le malouin Jacques Cartier est missionné par le roi François Ier, qui va donc réaliser la première de ces 3 expéditions au Québec. Quelles sont les motivations de ces missions ? Pourquoi est-ce qu'on l'envoie ?
Donc en fait, Cartier est missionné pour vraiment rechercher un passage vers le Pacifique. Et il est chargé d'y trouver des métaux précieux. Donc on cherche vraiment à l'époque à s'enrichir et à accumuler des richesses. On est dans un système mercantiliste où l'accumulation des richesses fait la puissance du royaume. Et en 1521, il y a quand même Hernán Cortés qui a conquis le Mexique, la chute de l'Empire aztèque. Donc il y a vraiment tous ces récits espagnols qui arrivent dans les monarchies catholiques et qui font état d'or, de diamants, qui en fait sont un petit peu à exploiter pour les Européens aux Amériques. Et Cartier donc va être chargé de en fait trouver des métaux précieux dans ces contrées. Donc évidemment, il arrive lors d'un premier voyage en 1534 dans le golfe du Saint-Laurent. Il voyage dans la baie de Gaspé et également dans les îles de la Madeleine. Donc il se borne un petit peu au nord du Saint-Laurent, c'est-à-dire qu'il s'enfonce pas forcément beaucoup au sein du fleuve. Mais en 1534, il va quand même rencontrer des peuples autochtones. Et en ramener d'ailleurs certains à la cour de Paris. Absolument. Et d'ailleurs, ça, c'est une controverse. C'est une controverse historique parce que récemment, les archéologues, les historiens ont découvert qu'il avait kidnappé ces autochtones et qu'il ne les avait pas en fait amenés de leur plein gré. Alors, il va commencer par amener en France les 2 fils du grand chef Donnacona, qui est le chef iroquois qu'il rencontre à cette occasion. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va les ramener chez eux. Lors de son second voyage. Et lors de ce second voyage, les 2 fils de Donnacona sont en fait bilingues. On dit qu'ils ont effectivement appris le français et les mœurs et les coutumes françaises. Et il va davantage, grâce aux 2 fils de Donnacona, s'aventurer au sein des terres. Il va s'enfoncer en fait dans le Saint-Laurent jusqu'à Hochelaga. Lors de ce second voyage, donc, il va encore une fois rapporter entre guillemets des autochtones. En fait, il va rapporter Donnacona en France, des produits. En France, d'ailleurs. Exactement. Et en fait, ce qui est aussi à noter, c'est que Donnacona va véritablement impressionner. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et puis évidemment les autochtones on les connaît absolument pas en France et puis il va aller jusqu'à la cour du roi où il va en fait entretenir le roi sur les éventuelles richesses de son pays et il va faire miroiter au roi l'existence d'un royaume. Le royaume du Saguenay, où il y aurait quantité de richesses, de diamants, d'or, de pierres précieuses. Alors évidemment, ça va beaucoup attiser l'intérêt du roi, qui va appuyer un dernier voyage de Jacques Cartier en 1541. Et là, Cartier va vouloir s'installer. Alors, il s'installe dans des conditions qui sont quand même compliquées. Il n'a pas beaucoup de colons, il n'a pas beaucoup non plus d'aide matérielle. Il construit un fort à Charlesbourg, au confluent du Saint-Laurent et de la rivière du Cap-Rouge. Et en fait, ça va tourner court. C'est quelque chose qui va pas vraiment avoir beaucoup d'avenir. Et il va revenir en France un peu bredouille parce que il va négocier des pierres avec des Iroquois, mais en fait, il pense avoir acheté des pierres vraiment précieuses et il pense que ces pierres sont effectivement la preuve que le royaume du Saguenay existe. Mais en France, après expertise, on va se rendre compte que ce n'est pas le cas et que ces pierres sont en fait du quartz. Voilà. Oui, il pense ramener des diamants. Exactement. Et comme c'est faux, c'est de là d'où provient l'expression faux comme des diamants du Canada. Exactement. Il termine son deuxième voyage en 1542. Vous l'avez dit, c'est un échec vraiment de peuplement, de cette première colonisation. Après, il se passe pas grand-chose pendant plusieurs décennies. Il y a encore des activités de pêche qui se poursuivent. Et au début du XVIIe siècle, au tournant du XVIIe siècle, il y a une deuxième tentative de colonisation et de peuplement, cette fois-ci. À quoi obéit-elle ? En fait, en 1598, il y a vraiment un moment important dans l'histoire de France qui est l'édit de Nantes, qui est un édit de tolérance. Et un grand nombre de marchands de l'ouest de la France avaient en fait tenté l'aventure américaine, étaient des marchands protestants et avaient en fait tenté l'aventure américaine avant cette date. Et en 1598, beaucoup de ces marchands ne veulent plus investir leur argent dans la guerre. Donc, ils veulent véritablement investir leur argent dans autre chose et ces expéditions les intéressent
française, puisque certains de leurs congénères avaient déjà tenté l'aventure avant cette date. Et on a deux personnages qui vont s'avérer des personnages vraiment clés dans cette aventure, Pierre Chauvin de Tontuy, et plus tard Pierre Dugademont, qui a lui-même dirigé la garnison huguenote de la ville d'Honfleur. Alors l'un possède déjà 4 navires et l'autre possède également des bateaux, mais qui est aussi important de noter, c'est que ce sont des hommes de guerre. Ce sont des hommes qui ont fait la guerre, donc ils ont vraiment une certaine poigne, une autorité, ils sont en capacité de diriger à la fois un navire et une colonie avec des équipages qui sont quand même bigarrés, des marins, des marchands, des soldats, mais aussi des charpentiers. Enfin, il y a toutes sortes de gens qui finalement s'engagent dans ces expéditions. Et ce qui va marquer ces expéditions, c'est qu'ils vont non seulement réunir un équipage un peu bigarré, mais aussi ils vont employer des géographes, des cartographes, des écrivains, des gens qui vont en fait produire un premier savoir, non seulement sur leur expédition, mais aussi sur la première forme de colonisation. Et ça va être le cas donc de 2 hommes, l'un c'est Samuel de Champlain, qui va s'avérer être vraiment un personnage également essentiel dans l'histoire de la colonisation française, et l'autre, Marc Lescarbot, qui va être le premier historien de la Nouvelle-France avec sa grande histoire de la Nouvelle-France. En fait, ces 2 hommes, grâce à leurs récits, grâce à leurs estampes, grâce à leurs cartes, vont en vérité amener une vraie impulsion à la colonisation française, parce qu'ils vont amener un intérêt de la part des Français, mais aussi ils vont ramener des investisseurs. Donc c'est vrai que ces récits, tout ce savoir est en fait à prendre un peu avec des pincettes, parce que parfois on se demande si finalement ils exagèrent pas un petit peu l'abondance des ressources sur place. C'est vrai qu'ils donnent une image qui est quand même très polissée et très bienveillante des autochtones et de ce que les autochtones attendent des Français. Donc on se demande si effectivement ces récits sont à prendre au pied de la lettre, étant donné que il y avait un intérêt un peu de propagande avec ces premiers récits. Vous avez donné ces noms-là, et puis vous avez parlé des investisseurs qu'il fallait attirer. Est-ce que ça veut dire que cette colonisation, elle est surtout le fruit d'intérêts privés ? Quel est le rôle et l'impulsion donnée par les rois de France ? En fait, c'est une entreprise qui est un peu compliquée parce qu'elle est mixte. Elle est à la fois privée et publique. Effectivement, à travers les compagnies, comme vous le dites, qui sont à capital privé, si vous voulez, les compagnies ne peuvent pas faire un peu ce qu'elles veulent, en quelque sorte. Elles ont besoin de l'appui, de la sanction royale. Et c'est vrai qu'avec le premier monopole commercial qu'obtient Dugademont en 1603, il a finalement besoin également du roi, c'est-à-dire il a besoin de la couronne pour pouvoir établir une souveraineté aux Amériques, même si le capital est essentiellement privé. Vous avez cité le nom de Samuel de Champlain, qui est le fondateur de la ville de Québec en 1608. Celui qui va fonder la Ville-Marie, c'est-à-dire la future Montréal, en 1642, c'est Paul Chomedey de Maisonneuve. Et dans votre livre, vous insistez aussi sur le rôle des femmes pionnières. Quel est-il ? C'est vrai qu'au moment où les femmes, au début, si vous voulez, au début de la colonisation, les femmes sont quand même assez peu nombreuses. En fait, elles sont même absentes. Parce qu'on a l'image du coureur de bois, le exactement, qui va commercer les fourrures, mais etc. c'est tout le problème. En fait, tout l'imaginaire de l'Amérique française est fondé sur un mythe un peu masculin. C'est-à-dire, c'est l'homme aventurier, le pionnier qui se débrouille tout seul. En fait, c'est le début de l'entrepreneuriat quelque part. Donc, le self-made man quelque part. Alors, comme vous dites, il y a des religieuses, il va y avoir effectivement des femmes comme Jeanne Mance, Marie Guyard qui vont structurer la religion à Ville-Marie et au Québec. Mais en fait, ce qui faut quand même retenir de cette entreprise par rapport aux femmes, c'est l'arrivée des filles du roi, en fait, en 1663. Parce que c'est là où on commence à réfléchir à une colonisation de peuplement et donc d'établissement. Et on se dit que pour véritablement établir des hommes, parce que comme vous le dites, il faut des pionniers, mais il faut que les pionniers restent sur place. Il faut véritablement faire en sorte que les pionniers ne partent pas tenter l'aventure, un peu plus à l'ouest, dans les réseaux autochtones, etc. Et on va penser à amener des femmes qui vont être en fait systématiquement mariées sur place pour véritablement procréer et stabiliser les hommes qui sont dans la colonie, et ce, à partir de 1663. Cette
fondation de la colonie, elle est aussi impulsée par la société Notre-Dame, par exemple, donc des sociétés religieuses dont l'objectif est d'évangéliser la population autochtone et puis de maintenir une activité religieuse catholique parmi les colons. Et la religion catholique est très tôt un moteur important de l'implantation et de la gestion de la colonie, qui va perdurer d'ailleurs, on va le voir, jusqu'au XXe siècle. Quel est le résultat de cette colonisation et de cette évangélisation sur les autochtones? Comment est-ce qu'ils assimilent cela? Est-ce qu'il y a un syncrétisme entre leurs pratiques, leurs croyances et la religion catholique? Et puis comment ils répondent finalement à cette arrivée de colons? Alors c'est vrai que quelqu'un comme Jeanne Mance, par exemple, va fonder un hôpital. Marguerite Bourgeois, qui fonde la congrégation de Notre-Dame de Montréal, va en fait fonder des institutions qui vont être aussi à but enseignant. Donc les populations autochtones sur place vont en quelque sorte être un petit peu perturbées par cette arrivée d'écoles, qui va permettre à certaines filles autochtones notamment d'apprendre finalement la culture française, la religion catholique. Alors évidemment, ça va être une entreprise d'assimilation forcée qui va beaucoup perturber les familles autochtones présentes sur place. Parler d'hybridité et puis de syncrétisme, bon, c'est un peu délicat parce qu'en fait, vous n'avez pas toutes les communautés autochtones qui sont affectées par ces institutions, et aussi parce que on peut jamais véritablement savoir ce qui est assimilé de force et ce que les gens négocient en fait d'un point de vue interculturel. Avançons, Adeline Vasquez-Para, au XVIIIe siècle, parce que cette colonisation française qui démarre au XVIIe siècle, elle est assez lente, et surtout lorsqu'on la compare à la colonisation britannique des États de la future côte est des États-Unis. Je donne un chiffre, par exemple, en 1763, il n'y a que 70 000 personnes d'origine française dans cette région-là, contre plus d'1 million de Britanniques un peu plus au sud. Et en plus, le Québec n'est pas isolé en termes de possession française, il fait partie de la Nouvelle-France qui forme un arc partant de cette Amérique du Nord jusqu'à la Louisiane, qui va d'une part être très peu peuplée, mais surtout qui va encercler les colonies britanniques, et donc avec 4 conflits armés au cours du XVIIIe siècle que vous détaillez dans le livre. Le dernier, c'est la guerre de 7 ans, qui a aussi un prolongement donc, dans les colonies américaines, qui oppose Français et Britanniques, une défaite française, à l'issue de laquelle la Nouvelle-France et donc le Québec est transféré de la France à la Grande-Bretagne. Cette guerre au Québec est connue comme la guerre de la conquête. Quelles sont les conséquences pour la population française de ce transfert de souveraineté vers la Grande-Bretagne? Alors déjà, c'est vrai que parler de français pour le Canada au XVIIIe siècle, c'est un tout petit peu délicat. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec la conquête, c'est que les habitants ont vraiment investi une identité de Canadiens. D'ailleurs, ils se nomment comme ça, ils se nomment les Canadiens, les habitants. Quand ils se réfèrent à eux-mêmes, en fait, ils se réfèrent à cette identité d'habitants. Et ce que va révéler la conquête, et c'est justement là-dessus que on a aussi des choses à apprendre de la conquête, c'est que il y a un attachement très fort à leur petite nation. Les Canadiens vont se nommer Canadiens, les Acadiens Acadiens, et ça, on le sait notamment par une série de requêtes et de pétitions qui nous est parvenu et qui en fait révèle des réfugiés un petit peu partout dans le monde atlantique français et ailleurs aux Amériques. Donc vous avez raison, la France part en 1763 et finalement c'est une affaire qui est une affaire d'État. On pense souvent que le Canada, bon, n'a pas fait beaucoup de bruit, qu'on est parti un petit peu, pas forcément dans le bruit et dans le fracas, mais c'est une affaire coloniale. Et c'est vrai que le roi a vraiment envie il a besoin de trouver des coupables. Et il veut pas accuser l'armée, donc il va accuser l'intendant François Bigot, qui est accusé donc de scandales financiers, de mauvaise gestion de la colonie. Il va y avoir un grand procès, ce qu'on appelle l'affaire du Canada, qui va être jugé. Et puis la France rapatrie troupes et colons. Certains devenant des réfugiés de guerre, certains repartant pour d'autres colonies françaises, notamment aux Caraïbes et dans l'océan Indien, ce qui va bien sûr poser la question de l'Empire français à cette époque, en quoi consiste cet Empire français qui est un petit peu en train de changer avec la perte des Amériques. Alors, en 1755, donc une année avant la déclaration officielle de la guerre de 7 ans, il y a eu un événement en Amérique qui
va avoir des conséquences sur la conquête, qui est la déportation des Acadiens, donc ces colons de descendants français et catholiques qui étaient restés dans la colonie d'Acadie alors que l'Acadie était devenue britannique en 1713. Donc effectivement, l'Acadie, c'est une partie du territoire français en Amérique qui a été cédée à la Grande-Bretagne un peu avant la guerre de 7 ans, qui aujourd'hui se trouve au niveau de la Nouvelle-Écosse, c'est ça? Tout à fait, exactement. Et ces Acadiens vont être déportés dans des conditions vraiment tragiques. Ça va être très très difficile. Les femmes, les enfants vont être également déportés. Beaucoup vont mourir pendant ces déportations. Et ils vont être accueillis, entre guillemets, dans ce qui vont devenir les 13 colonies britanniques, donc de la Nouvelle-Angleterre jusqu'au sud des États-Unis. Et après 1763, donc au moment où arrive le régime militaire, le régime britannique au Canada, il y a ce qu'on appelle le Canada à l'époque, on l'appelle pas le Québec. En fait, il y a une idée qui germe dans la tête du nouveau gouverneur, le James Murray, qui pense à ces Acadiens qui sont dispersés un petit peu partout dans l'Amérique britannique pour revenir repeupler le Canada, parce que la vallée du Saint-Laurent, bien sûr, s'est dépeuplée avec tous ces gens qui sont partis. Donc il y a beaucoup d'administrateurs, de militaires, de gens, de personnel même religieux qui rentrent en France. Donc ils pensent à ces Acadiens pour... Ceux qui restent, c'est essentiellement des paysans d'ailleurs. Exactement. Et il faut en fait repeupler la vallée du Saint-Laurent, et il va faire appel aux Acadiens. Donc il va en fait lancer une proclamation qui va leur parvenir, et ces Acadiens vont remonter au Québec dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Grande Caravane. Donc il va y avoir ce grand mouvement historique de retour entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un retour en fait, puisqu'ils n'étaient pas liés au Canada, puisqu'ils venaient d'Acadie, et ils vont se développer, ils vont vivre dans ce qu'on appelle les petites caddies. Et donc, alors, comment est-ce que les Britanniques s'accommodent d'une population qui est majoritairement francophone et catholique ? Alors les Britanniques imposent évidemment un certain nombre de nouveaux facteurs à la colonie, la common law, notamment le serment du test, donc le fait que les catholiques n'ont pas le droit de siéger dans l'administration, et évidemment les conséquences vont être terribles pour la population canadienne locale, puisque alors non seulement ils ont un régime qui ne parle pas leur langue, un régime qui n'a pas non plus leur religion, et un régime qui leur impose finalement des lois qui sont plutôt restrictives et autoritaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 1763, en fait, l'Église va peu à peu, alors l'Église est quand même restée sur place, l'Église va petit à petit finalement manœuvrer en quelque sorte pour pouvoir garder un certain pouvoir sur les populations canadiennes, et également pour se concilier en fait les faveurs du pouvoir britannique. Il faut dire aussi qu'on est à une période quasiment contemporaine de l'insurrection des colonies américaines contre la couronne. Et donc on voit aussi l'arrivée de loyalistes à la couronne britannique au Canada au moment de la guerre d'indépendance. Tout à fait. Et là, c'est assez drôle parce que on voit que dès cette époque, le thème d'un éventuel rattachement par les armes ou par la volonté du Canada aux futurs États-Unis date déjà de ces années-là. On en reparle aujourd'hui avec évidemment Trump qui veut annexer le Canada, mais dès cette époque, il est question de que font les colonies du Sud américaines nouvelles avec leurs voisins du Nord qui sont aussi parfois francophones et donc potentiellement eux aussi opposés à la couronne britannique. Tout à fait, non mais vous avez tout à fait raison. Et en fait, la première tentative d'annexion date de cette époque. Et c'est ce qui est d'autant plus étrange avec la situation actuelle, c'est qu'on ne se réfère jamais à l'histoire de l'annexion aux États-Unis. Et en 1775, il y a même une invasion armée, c'est-à-dire que, alors, il y a déjà les lettres du Congrès continental à partir de 1774 qui arrivent au Canada avec des députés, des représentants du Congrès continental qui demandent aux Canadiens de finalement rejoindre le boycott des produits britanniques, rejoindre finalement cette grande contestation contre la monarchie, et puis surtout essayer de ramener un régime représentatif. Ils insistent beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'ils disent attention, les Britanniques ne vous donnent pas la possibilité d'être représentés politiquement, on va vous donner cette possibilité si vous rejoignez notre combat. Et les Canadiens en fait refusent.
Donc de 1774 à 1776, les lettres du Congrès continental sont distribuées via la Gazette de Montréal, qui s'en fait le relais, mais malgré cela, le Congrès continental n'obtient pas de soutien massif à la Révolution américaine. Alors, on peut donner deux raisons à cela, hein. On peut déjà donner la raison d'un certain souvenir de la guerre de conquête et du fait que la guerre est dans toutes les têtes et qu'on n'a pas forcément envie de refaire une guerre, etc. En particulier contre l'envahisseur entre guillemets britannique. Et puis, il y a aussi l'Église catholique qui va vraiment jouer un rôle très important parce que depuis l'acte de Québec de 1774, elle a regagné en pouvoir. Le serment du test a été aboli, il y a un retour des lois civiles françaises et on essaie finalement de s'accommoder d'un point de vue britannique à cette population catholique francophone en lui donnant, en faisant quelques petites concessions. Et alors évidemment l'Église catholique va fermement s'opposer aux idéaux de la Révolution. Évidemment qu'il y a aussi une révolution anti-monarchique et l'Église, n'est pas forcément une Église qui soutient, disons, les rapports d'égalité que la Révolution peut promouvoir. Et elle va en fait appeler les paroisses à publier un mandement de l'évêque de Québec qui appelle à ne surtout pas rejoindre la Révolution américaine. Donc en vérité, il y a vraiment une tentative de la part de l'Église de refuser aux Canadiens français cet accès à des institutions représentatives. Le 19e siècle, Aline Vasquez-Para, est marqué par un mécontentement des Canadiens à l'égard de la Grande-Bretagne, les Canadiens français comme anglais d'ailleurs, les Français qui se sentent marginalisés avec un mouvement donc de rébellion qui culmine dans ce qu'on appelle la Révolution des Patriotes en 1837-1838, et la figure du patriote d'ailleurs, donc le paysan avec sa serpe, est passé à la postérité, puis a été recyclé au XXe siècle par tous les mouvements souverainistes. Cette rébellion est matée par la violence, mais globalement, donc au XIXe siècle, quelle est l'attitude de la couronne anglaise vis-à-vis de cette population francophone ? Est-ce qu'elle va essayer de continuer à l'assimiler ? Et si oui, de quelle manière ? Est-ce que c'est de force ? Ou bien est-ce qu'elle va accepter cette différence et tenter de la marginaliser ? Alors, pour répondre à votre question, alors évidemment, la couronne britannique va être beaucoup plus autoritaire vis-à-vis des Canadiens français. Et pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez bien souligné, il va y avoir un mouvement de révolte. Qui part de l'Assemblée législative, un groupe de députés de cette Assemblée. Donc il faut savoir qu'en 1791, je ne l'ai pas souligné, c'est vrai qu'en 1791, il y a l'acte constitutionnel qui crée le Bas-Canada. Donc ce qu'on a appelé la province de Québec pendant un certain temps devient le Bas-Canada. Et le Bas-Canada est doté d'un gouverneur, d'un conseil exécutif, d'une chambre d'assemblée élue et d'un conseil législatif qui sera ajouté en 1792. Mais le gouverneur garde un pouvoir qui est vraiment énorme. Au sein de la colonie, il a un droit de veto sur les lois, il nomme le conseil législatif et il nomme les membres du conseil exécutif, donc il a vraiment un très très gros pouvoir vis-à-vis de ces deux conseils. Et en fait, petit à petit, les membres de l'Assemblée législative se révoltent contre ce pouvoir. D'autant que beaucoup de membres du Conseil exécutif et du Conseil législatif sont un peu des courtisans, sont des gens qui veulent absolument évoluer en carrière. On va les appeler d'ailleurs la clique du château, c'est un peu la clique qui évolue autour du gouverneur. Donc un régime un peu de corruption également, que dénonce un petit groupe de députés au sein de l'Assemblée législative qu'on va appeler les patriotes. Parce que ce sont des gens qui, en fait, réclament davantage de démocratie et également des institutions beaucoup plus représentatives que ce qu'elles ne sont en 1791. Et au sein donc de ce parti patriote, il y a un député qui s'appelle Louis-Joseph Papineau, qui est vraiment le leader des rébellions patriotes, qui va en fait présenter des résolutions au Parlement britannique. Et en 1834, avec un groupe de patriotes, il va présenter les 92 résolutions dans lesquelles il va demander en fait une nouvelle convention constitutionnelle. Donc il va demander à revenir sur cet acte constitutionnel de 1791. Il va appeler au boycott des produits britanniques et il va former des comités de correspondance au sein du Québec pour pouvoir justement relayer ces demandes. Et là, le gouvernement britannique va répondre très fermement qu'il ne veut pas de ces résolutions, à travers 10 résolutions qu'on appelle les 10 résolutions Russell, et dans lesquelles se développe le rejet
de toutes ces demandes des patriotes. Et évidemment, les patriotes sont très déçus et ils vont penser que la seule option possible, c'est de prendre les armes. Donc pour la première fois dans l'histoire vraiment du Québec, on a un mouvement armé qui débouche sur des batailles, à Saint-Denis et Saint-Eustache notamment. Et en 1838, un gouvernement provisoire de patriotes proclame l'indépendance du Bas-Canada depuis les États-Unis. Donc les chefs patriotes sont exilés aux États-Unis, dans le Vermont, et ils proclament une république du Bas-Canada, qui d'ailleurs est appuyée par une déclaration qui ressemble beaucoup à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui est divisée en 18 articles. Évidemment, la répression va être très sévère de la part du régime britannique. 12 chefs patriotes sont exécutés et 58 sont exilés du Bas-Canada, sont exilés en Australie parce qu'il y avait également un mouvement au Haut-Canada qui était la colonie voisine. Et en fait, ce qui est quand même à souligner dans ce mouvement patriote, c'est qu'il ne s'établit pas sur des lignes linguistiques et culturelles. C'est-à-dire que le but des patriotes, c'est vraiment de changer le système politique du Bas-Canada. Ils veulent un régime représentatif. Au sein de ce mouvement patriote, vous avez aussi bien des anglophones que des francophones. Les frères Nelson, par exemple, le premier président de la République du Bas-Canada, Robert Nelson, il est anglophone. Il est issu donc de ces familles loyalistes, comme vous avez bien dit, qui sont arrivées à la fin du XVIIIe siècle. Et la personne qui va interpréter le conflit de manière linguistique et culturelle, c'est la personne qui arrive en tant que gouverneur, donc juste après ces rébellions, qui s'appelle Lord Durham, et qui, lui, va interpréter cette rébellion et va faire en sorte qu'on comprenne cette rébellion comme une rébellion de francophones, de ruraux, enfin un petit peu une jacquerie. C'est ce qui va dépeindre dans son rapport qu'on appelle le rapport Durham, face à un régime britannique qu'il dit plus civilisé, plus urbanisé, qui souhaite finalement un Bas-Canada industriel, etc. Il souligne d'ailleurs dans son rapport l'avantage d'un esprit d'entreprise chez les Anglais qui n'existe pas chez les Français, et il va véritablement polariser la question du Bas-Canada au sein d'une question qui est uniquement ethnique et culturelle. Ethnique et culturelle, et puis finalement une opposition entre les élites qui seraient anglophones et puis le peuple qui serait francophone. Et on le voit d'ailleurs avec l'essor économique que le Canada connaît au 19e siècle, avec le développement des industries hydroélectriques, l'industrie du papier, et donc l'exploitation des forêts. Et là, pendant longtemps d'ailleurs, au Québec, les investisseurs et donc la provenance de l'argent est d'origine anglophone, que ce soit le Canada anglophone ou bien les États-Unis. Tout à fait. La structure politique du Canada évolue en 1867 à Vasquez-Para avec la création de la Confédération, donc telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec la création de l'Ontario, du Québec. On y adjoint progressivement les différentes provinces à l'ouest et puis les provinces maritimes. Alors ça arrivera plus tard quand même. Oui, voilà, c'est au milieu du XXe siècle. Quelles sont les attributions spécifiques de cette confédération? Au final, qu'est-ce que conserve la couronne britannique à la fin du XIXe siècle? En fait, 1867 consacre une certaine forme d'indépendance du Canada, mais le régime demeure bien évidemment une monarchie constitutionnelle. Et donc le chef de l'État est toujours le monarque britannique, comme aujourd'hui, et il est représenté sur place par un gouverneur général qui nomme le Premier ministre. Enfin, toute la question est de savoir en 1867 quelles sont les attributions du pouvoir fédéral et quelles sont les attributions du pouvoir des provinces. Quels vont être en fait les domaines de compétences du gouvernement des provinces et quels vont être les domaines de compétences du gouvernement fédéral. Il faut voir aussi le contexte de 1867, parce que 1867 n'est pas vraiment un moment où on veut absolument créer un pays. 1867 est beaucoup plus une entente, si vous voulez, entre colonies. Bon, déjà, il y a le problème du commerce, donc il faut quand même pouvoir améliorer les relations commerciales entre colonies britanniques. Il y a eu la guerre de sécession, qui va avoir en fait un impact important sur la création de la Confédération, parce que en fait, certains soldats sont démobilisés et certains ont trouvé refuge au Canada, dont John Harrison Surratt, par exemple, qui a été impliqué dans l'assassinat d'Abraham Lincoln. Avec ces soldats,
soldats confédérés, il y a également des Red Fenians, donc ces Irlandais qui veulent à tout prix imposer un régime républicain en Irlande et qui en fait vont se battre contre la monarchie britannique. Donc je dirais que la Confédération, c'est à la fois une volonté de faciliter le commerce et de faire face ensemble à un danger militaire qui est un peu plus potent, qui est un peu plus important à la fin du 19e siècle. Mais ce n'est en aucun cas une transformation gigantesque d'un état de fait qui avait déjà eu cours tout au long du 18e, du 19e siècle, où la monarchie administrait ces colonies britanniques. Cette création éventuelle d'un pays, c'est plus finalement une problématique du XXe siècle. Et donc, changeons de siècle, Aline Mascaspara. Il y a un point qui m'a semblé intéressant, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, il y a une vraie crise de la conscription. On sait que le Canada a envoyé des troupes en Europe, il le fera aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais les Québécois, par rapport aux autres Canadiens, étaient beaucoup plus frileux à envoyer des gens. Ça s'est basé beaucoup sur le volontariat et pas tellement sur la conscription, donc obligatoire. Est-ce que c'est du début du XXe siècle qu'on date l'émergence d'un sentiment national québécois ? Tout à fait, parce que le nationalisme québécois se développe à cette époque. Et il se développe autour d'idéaux qui sont plutôt conservateurs, où on veut préserver une langue, on veut préserver une religion. On parle beaucoup de racines françaises, francophones, et il y a des leaders particulièrement charismatiques, comme le journaliste Henri Bourassa, qui va fonder le Devoir, et qui prend aussi de l'ampleur en prônant l'autonomie provinciale, parce qu'il y a eu ce premier ministre à la fin du 19e siècle, Honoré Mercier, qui a beaucoup contribué à forger ce concept d'autonomie provinciale. Et ces idéaux vont s'accoler à la défense des institutions traditionnelles, comme la paroisse, comme la famille, et la valorisation d'une vie rurale. Donc c'est intéressant parce qu'on est vraiment à l'opposé de ce que prônaient les patriotes au début du 19e siècle. Mais on est là dans un nationalisme qui est beaucoup plus conservateur. Et lors de la Première Guerre mondiale, les Québécois, alors non seulement sont influencés par ce nationalisme traditionnel, mais en plus, la Première Guerre mondiale est vue comme une guerre impérialiste. C'est-à-dire c'est la guerre de la Grande-Bretagne. Et le Premier ministre de l'époque joue beaucoup, le fédéral joue beaucoup là-dessus. Il s'agit d'aller aider la Grande-Bretagne, il ne s'agit pas d'aller se battre pour la démocratie, etc. C'est véritablement une guerre pour la mère patrie. Et ça, c'est véritablement quelque chose que les Québécois ne supportent pas. Et c'est ce qui explique, en quelque sorte, leur combat contre la conscription. Le Québec, ensuite, pendant la période de l'entre-deux-guerres, va être fortement touché, comme beaucoup de pays occidentaux, par la Grande Dépression, donc des années 30, qui ne va se résorber qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces années-là, post-Seconde Guerre mondiale, sont aussi marquées par un conservatisme important dans la société québécoise, sous la houlette du Premier ministre Maurice Duplessis. Alors les successeurs de Duplessis vont qualifier rétrospectivement cette époque de grande noirceur, parce que en fait, ce qui va lui succéder, c'est une véritable révolution dans les années 60 au Québec, qu'on appelle la Révolution tranquille. De quoi il s'agit ? Alors, la Révolution tranquille, c'est concrètement une série de réformes qui libèrent l'État québécois de l'influence de l'Église, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. En fait, l'idée de la Révolution tranquille, c'est d'appuyer l'existence d'un État francophone en Amérique. Donc, l'État est un levier d'émancipation. Et la Révolution tranquille va amener une certaine laïcisation de la société québécoise, et les Québécois vont petit à petit se libérer en quelque sorte des charges et des emprunts du passé, grâce à cette révolution tranquille. Il faut tout de même différencier la révolution tranquille, qui est plutôt politique, de l'effervescence sociale et idéologique qui a aussi cours à la même époque dans les universités, dans les écoles secondaires et auprès de la jeunesse, qui voit aussi les années 60 comme un moment d'internationalisation des luttes, où on va aussi se rendre compte que le Québec n'est pas seul, qu'il y a d'autres sociétés qui essaient de se libérer en quelque sorte, alors non seulement du poids des institutions du passé, mais aussi d'une certaine forme de colonialisme. Et on va beaucoup utiliser ce terme, le colonialisme, pour désigner le Québec.
donc dans ces mouvements de jeunesse. Et on va aussi dépeindre le Québec à cette époque comme une colonie de la Grande-Bretagne, une colonie du Canada, du gouvernement fédéral. Et les jeunes vont beaucoup s'impliquer dans des mouvements qui vont progressivement tenter de libérer le Québec, mais alors le libérer d'une façon vraiment très très large, c'est-à-dire à la fois culturelle, de manière linguistique, idéologique. Et ce qui est particulièrement troublant, c'est qu'il va vraiment y avoir deux mouvements. Il y a un mouvement qui va vraiment se politiser petit à petit, dans ce qu'on appelle le RIN, Rassemblement pour l'indépendance nationale, et un autre mouvement qui est plus violent, qui lui va penser que la libération ne peut s'obtenir que par les armes et la force, et ça va être le Front de libération du Québec, qui va progressivement s'enfoncer dans les kidnappings, des bombes, des attentats, etc. Je rebondis donc sur les deux éléments que vous avez signalés, Adeline. Le premier, donc, c'est cette révolution sur le plan intérieur. Pour peut-être nos auditeurs français, en gros, c'est vraiment le moment où se fait la séparation de l'Église et de l'État. Tout à fait. Parce que jusqu'aux années 60, c'est l'Église qui gérait la santé, l'éducation, l'aide sociale. Et là, clairement, ça se laïcise. Tout à fait. Et sur le plan, donc, finalement, international, on est effectivement à une époque des décolonisations, de l'autonomie. Et puis, vous l'avez dit, la question de la souveraineté et de l'indépendance va aussi s'implanter au Québec. Je signale d'ailleurs aux auditeurs qu'on va traiter plus particulièrement de ce thème et de la fameuse visite du général de Gaulle en 1967, lors de laquelle il prononce son fameux « Vive le Québec libre », donc dans un autre épisode avec un collègue historien qui s'appelle Samy Mesli. Ce mouvement de souveraineté aboutit à un premier référendum en 1980, où la victoire du non à la souveraineté, du non à l'indépendance, l'emporte assez largement avec 59,56% des voix. Il y a quand même des adaptations un petit peu derrière, c'est-à-dire une constitution qui est rapatriée de la Grande-Bretagne au Canada en 1982, l'échec de 2 tentatives de réconciliation avec le Québec qui n'a pas signé à ce jour d'ailleurs toujours cette constitution de 1982. Il y a un deuxième référendum qui est organisé en 1995 avec toujours une victoire du non, mais vraiment à une très très courte majorité, 50,58% des voix. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une discussion sur un éventuel 3e référendum après les élections législatives provinciales de 2026. On ne va pas forcément se prononcer sur ça, mais aujourd'hui, ce qui fait la spécificité du Québec, c'est notamment la culture et la langue française. Est-ce que depuis les années 60 et donc ces différents questionnements, est-ce qu'il y a des mesures prises pour garantir ce privilège de la langue française et son existence dans une Amérique qui est anglophone ? Oui, il y en a eu beaucoup. Déjà, il y a eu beaucoup d'articles de loi au sein du Québec même, au-delà de la place du Québec au sein du Canada. Le Québec s'est doté de ses propres lois en matière linguistique, notamment la loi 101 qui permet la langue officielle du gouvernement du Québec, la langue française en tant que langue officielle du gouvernement du Québec. Et puis, au sein du Canada, vous avez en 2006 l'adoption par la Chambre des communes de la reconnaissance de la nation québécoise. Alors sans effet particulier, mais c'est quand même quelque chose qui est à souligner au point de vue évidemment de la reconnaissance de la société distincte. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les autres provinces, depuis tout ce que vous avez mentionné, finalement, sont un peu méfiantes vis-à-vis des demandes du Québec, notamment parce que depuis les pourparlers du lac Meech, donc en 1987, il y a un certain rejet dans la mesure où ces provinces pensent que finalement toutes les provinces sont complexes, toutes les provinces sont des sociétés distinctes, notamment les provinces où les populations autochtones ont gagné en politisation. Tout le monde ne soutient pas, c'est ça aussi qu'il faut retenir de cette deuxième moitié du XXe siècle, au sein du Canada, les demandes spécifiques du Québec en termes de langue française ou en termes de reconnaissance nationale, parce que vous avez des minorités francophones importantes dans les autres provinces. Et ces minorités, évidemment, on peut pas les laisser tomber comme ça. On peut pas non plus se dire on va faire un Québec indépendant ou on va reconnaître un Québec autonome. Mais ces autres communautés ont besoin aussi de cadres linguistiques précis, juridiques précis. Et évidemment, tout le monde ne soutient pas les demandes du Québec et tout le monde ne soutient pas les requêtes du Québec.
Vous avez parlé, Adeline, de la question autochtone. Justement, je voulais y revenir en cette fin d'entretien. Et notamment, depuis le 19e siècle, les problématiques qui agitent la société canadienne plus largement que le Québec d'ailleurs. Les autochtones sont victimes d'une dépossession accélérée de leurs terres à partir du 19e siècle, notamment au moment de l'essor industriel. On accapare les forêts, on empiète sur leur territoire. Et puis, pourquoi je dis que c'est une problématique très actuelle? Parce que, je vous donne un exemple, il y a une maison d'édition montréalaise qui s'appelle A Drone and Quarterly, qui est anglophone, qui, sur son site internet, dit que, ils tiennent à souligner que leurs librairies sont situées sur le territoire non cédé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de traité qui donnait ce territoire. Nous sommes nombreux, je les cite toujours, à appeler notre ville Montréal, mais son nom est Tiohtià:ke. Elle a toujours été un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et continue d'accueillir une population diversifiée d'autochtones. Les autochtones ont été regroupés dans des réserves. Déjà, une question simple ou pas, comment est-ce qu'on définit un autochtone? Et puis, quelles sont les principales dispositions juridiques qui les régissent? À quoi, en gros, on s'expose quand on est autochtone? Pour être reconnu comme autochtone, il faut être inscrit, c'est-à-dire qu'il faut obtenir, c'est un processus administratif qui est fondé sur le degré de descendance d'ancêtres qui étaient eux-mêmes inscrits ou qui auraient pu être inscrits. Donc c'est vraiment un processus juridique. Tout le monde ne peut pas se revendiquer comme ça autochtone, et surtout tout le monde ne peut pas avoir accès aux droits et aux privilèges qui sont protégés par la loi fédérale. Donc là on est sur vraiment un autre régime juridique, et c'est la loi fédérale qui régit les réserves. Donc c'est là où on a un vrai problème, si vous voulez, avec la souveraineté, puisque la souveraineté, quelque part, elle demande à avoir un pouvoir sur l'ensemble du territoire. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces territoires qui ne sont pas régis par la loi provinciale? Donc c'est vraiment, en fait, il y a une question de overlapping sovereignties, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de superposition des souverainetés, et qui mériterait peut-être une réflexion vraiment profonde de la part aujourd'hui des gens qui soutiennent encore la souveraineté. Mais je pense que c'est une réflexion qui est en train de se faire, et je cite d'ailleurs des gens dans mon livre qui ont beaucoup parlé de ces problématiques, de comment est-ce qu'on réfléchit aux problèmes de la souveraineté du Québec avec les autochtones, parce qu'il faut aussi que ce soit une question bien sûr inclusive. Mais il faudrait aussi mentionner, par rapport à ce que vous avez dit sur les territoires non cédés, la volonté de la part du gouvernement fédéral, à travers les commissions, notamment la commission Vérité et Réconciliation et la grande enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées dans les années 2010, qui en fait sont des procédés visant à repenser l'identité nationale du Canada. C'est-à-dire que c'est une identité qui est beaucoup plus post-nationale. C'était d'ailleurs le terme qu'employait à chaque fois Justin Trudeau. Et post-national, c'est-à-dire que le Canada serait la défense de valeurs communes et non plus d'une histoire commune ou d'un parcours commun. Et parmi ces valeurs, il y aurait la diversité, il y aurait la multiplicité, il y aurait l'antiracisme. Donc ce que vous avez cité, cette reconnaissance territoriale, elle fait partie aussi d'un plus large contexte où on veut finalement également repenser l'identité du Canada. Parce qu'à travers l'identité du Québec, c'est aussi l'identité du Canada, bien sûr, qui doit être réfléchie. Alors, même si les autochtones aujourd'hui ont davantage de capacités juridiques qu'il y a un siècle, leurs conditions restent tout à fait précaires, et ce, dans l'ensemble du Canada. Bon, on a découvert, grâce à cette enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées, que les femmes autochtones avaient encore été davantage victimes de violences qui ne sont pas rapportées, ou alors des violences qui ne sont pas, sur lesquelles on ne fait pas d'enquête. Donc ça, c'est véritablement un problème structurel qui mérite d'être évidemment, c'est un problème qui mérite d'être posé. Et les autochtones sont aussi victimes, et ça on l'a découvert aussi dans les années 2000, d'une vraie éradication historique par les pensionnats catholiques, qui ont été vraiment alors les instruments d'une assimilation forcée, à marche forcée au XIXe siècle, mais ces pensionnats bien sûr, ont été des endroits où les enfants autochtones ont été très maltraités. Ils ont vraiment subi des violences. C'est-à-dire qu'on retirait les enfants
à leur famille, on les emmenait dans des pensionnats catholiques pour les éduquer, enfin les rééduquer finalement, les civiliser, leur interdire de parler leur langue. On coupait les ponts avec la communauté d'origine. Et certains ont subi des mauvais traitements physiques. Vraiment, on a retrouvé des corps en fait où on a pu constater que ces enfants avaient subi des mauvais traitements. Et donc évidemment, ça vient poser la question d'un racisme qui est beaucoup plus large et qui un racisme un peu historique, si vous voulez, qui a des racines dans la colonisation du Canada et dans tout ce qu'on a vu à propos du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Cette histoire des pensionnats catholiques, elle est d'ailleurs, je le signale, le thème d'un des livres d'un romancier autochtone qui s'appelle Michel Jean. Le livre s'appelle « Le vent en parle encore », dans lequel il raconte cette expérience-là. Lui, Michel Jean, a une œuvre très riche sur le devenir des autochtones et finalement la façon dont ils ont été traités. Il parle aussi de la réconciliation qui commence à arriver aujourd'hui. Vous terminez le livre, Adeline Vasquez-Para, par donc la période la plus contemporaine. Quels sont les nouveaux défis auxquels fait face le Québec aujourd'hui ? Bon, il y a beaucoup de défis qui attendent le Québec. Je pense qu'on peut quand même s'attarder un petit peu sur la souveraineté, comme on l'a mentionné. Qu'est-ce que la souveraineté ? Qu'est-ce que la souveraineté ? Surtout, est-ce que le projet souverainiste, finalement, a un avenir dans un monde qui change ? Parce que est-ce que l'État recèle à lui tout seul toutes les solutions qui vont permettre la protection de la langue française, qui vont permettre la protection de l'exception culturelle, sachant que vous pouvez pas empêcher les gens d'aller sur Netflix, on peut pas empêcher les gens d'utiliser les gros moyens de diffusion qui aujourd'hui font en sorte que certaines exceptions culturelles disparaissent du paysage médiatique. Je sais pas si vraiment l'État francophone tel qu'il était rêvé et tel qu'il était pensé dans les années 60 est encore la solution par excellence pour garantir la protection de la distinction et de l'exception culturelle québécoise. Il y a aussi bien sûr la question des nations autochtones, comme on l'a bien souligné, c'est-à-dire quelle inclusivité au sein du Québec, au sein de la société québécoise, et évidemment comment intégrer cette question dans un projet à la fois politique, mais aussi un projet de société. Donc je pense que c'est vraiment les deux gros chantiers, ou en tout cas les deux grosses réflexions que je perçois. Alors je voudrais terminer par une note un peu plus légère, parce qu'à la fin du livre, vous évoquez les Québécois qui ont percé dans le monde, dans le domaine de la chanson, de la littérature, du cinéma. Vous, quels sont vos artistes québécois préférés, hormis Céline Dion ? Il y en a beaucoup. C'est vrai que j'ai quand même l'impression que ma génération a vraiment baigné dans un accès facilité au Québec. Parce que j'ai grandi, comme vous le dites, avec les chansons de Céline. Après, il y a eu Xavier Dolan, il y a eu Monia Chokri, des écrivaines comme Nelly Arcan, qui étaient des stars en France en fait. Je pense que on a eu une autre image du Québec. Enfin, les gens qui ont mon âge, c'est-à-dire les gens qui ont bientôt 40 ans, ont une autre image du Québec que la génération précédente. C'est-à-dire un Québec peut-être plus urbain, plus ouvert, plus cosmopolite aussi. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Mais je dirais que, alors j'ai deux artistes en particulier. Bon, Xavier Dolan, comme je l'ai dit, parce que je pense qu'il a véritablement changé notre image du Québec, aussi bien dans ses choix d'artistes que dans la façon dont il a mis en scène la langue. Parce que la langue n'est pas pour lui un problème. Il y a toutes sortes de types de français. Je pense que ça, c'est vraiment... Il y a du joual, il y a du français standard dans les films de Xavier Dolan, et je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, les artistes autochtones, Caroline Monet, qui est une artiste plasticienne, qui d'ailleurs expose en ce moment à Arles, aux Rencontres d'Arles, parce qu'elle a depuis quelques années travaillé sur la femme autochtone justement, et sur les stéréotypes qu'on pouvait avoir et la dimension un peu restrictive qu'on peut nourrir vis-à-vis des femmes autochtones. Et puis Alanis Obomsawin, qui est la grande documentariste autochtone, qui est revenue sur la crise d'Oka dans les années 90 et qui a tenté dès les années 70
70 de montrer la réalité autochtone, hein, au-delà de tous les mythes qu'on pouvait avoir, en filmant, en produisant des documentaires des différentes réserves et de la condition autochtone. Merci beaucoup Adeline Vasquez-Parra d'avoir passé cette petite heure au micro. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire du Québec, des origines à nos jours, paru aux éditions Talendier. On le trouve en librairie en France et aussi au Québec. J'en ai été témoin cet été. Voilà. Donc, quant à vous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour les autres émissions consacrées au Québec qui seront diffusées à la rentrée du podcast et pour la suite de la saison. Merci beaucoup.